Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allô Radio Imo. Vous savez, c'est votre émission, donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux. Radio Imo sur Instagram, Radio Imo sur LinkedIn, sur Twitter également. On y répond chaque semaine dans cette émission avec nos experts. Et aujourd'hui, nous allons parler du marché tendu. Quelles sont les solutions pour devenir propriétaire ? Pour cela, j'accueille Adrien Pelligri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le CEO d'Estia. Estia dont on entend beaucoup parler. Vous allez nous présenter ce que vous faites. Et puis Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes directeur stratégie et innovation pour AFR Financement. Donc là, pareil, vous allez nous présenter AFR Financement. Alors, on va peut-être commencer avec Estia. Estia, donc ça permet d'acheter un peu en leasing, on va dire, son appartement, sa maison. C'est exactement ça, donc c'est une solution de leasing immobilier. Donc nous, on a pour mission de permettre à tous de devenir propriétaire de son logement. Donc le fonctionnement, en quelques mots, il est assez simple. Nous, en fait, on va acheter le logement à la place de nos clients. Comme ça, ils vont pouvoir emménager dans ce même logement. Et ensuite, on va l'accompagner, on va les aider à obtenir un prêt immobilier dans les 1 an, 2 ans ou 3 ans qui vont suivre pour qu'ils puissent nous racheter ce même logement à un prix qu'on a fixé à l'avance. Donc j'imagine que vous êtes quand même certain du profil des personnes pour qui vous achetez l'appartement. Exactement. Donc nous, on va s'adresser notamment à tous les ménages qui sont solvables mais non finançables. Donc c'est des profils qui ont aujourd'hui n'ont pas forcément la capacité d'emprunt pour concrétiser leur projet d'achat, mais on va justement nous miser sur des profils qui auront cette capacité dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et alors justement, là, depuis que les conditions d'accès au crédit se sont durcies, depuis que c'est plus difficile d'obtenir un prêt, est-ce que vous constatez une augmentation des demandes On a effectivement vu une vraie augmentation des demandes. Là, on en a plus de 3000 depuis le lancement de Estia, parce que forcément, le contexte a mis en lumière finalement les conditions très difficiles pour obtenir un crédit. On voit de plus en plus de profils qui pouvaient emprunter il y a 3 mois, 6 mois, qui ne peuvent plus aujourd'hui et qui se retrouvent bloqués. Donc nous, justement, on essaie d'apporter un peu plus de flexibilité et d'aider justement tous ces différents ménages. Alors Bruno, pouvez-vous nous présenter AFR Financement ? Alors AFR Financement, c'est une enseigne nationale de courtage en crédit, mais comme le dit le slogan, mais pas que. Donc en fait, le sujet, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins des ménages et des professionnels tout au long de leur vie. Donc avec un rendez-vous annuel qui leur est proposé pour avoir un suivi, une sorte de conseiller privé permanent à la portée de tous. Et la deuxième originalité, c'est que effectivement, on essaye de travailler sur de l'innovation en permanence, sur des solutions, compte tenu à la fois de la conjoncture qui est compliquée, et deuxièmement, parce que les besoins des clients sont aussi parfois différents. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance, et notamment chez les jeunes, mais pas que, encore une fois, sur la volonté du bien, de l'aménager, de l'occuper peut-être pas aussi longtemps que le faisaient leurs parents, etc. Bref, on suit l'actualité des consommateurs. C'est vrai que les tendances ont quelque peu changé. Oui. Et donc, vous êtes plus agile, on va dire, pour accompagner vos clients. Alors là, en ce moment, j'imagine que votre rôle est encore plus important, puisqu'il y a cette fameuse remontée des taux. Donc forcément, oui. Les Français ont besoin d'être davantage accompagnés. Il y a la remontée des taux qui, dans tous les cas, mathématiquement, dans le choix des biens, va amputer une partie de la capacité d'emprunt. Ça, c'est un premier sujet. Mais à la limite, c'est pas le pire. Le pire aujourd'hui, c'est le blocage dans la distribution du crédit. Donc les conditions qui se sont durcies. Exactement. Et certaines banques ne prêtent plus, apparemment. Alors, on ne va pas les citer, depuis quelques mois déjà, voire même 1 an, certaines banques... pour pas les citer, mais on les a tous en tête, effectivement, ont stoppé carrément le crédit, y compris parfois jusqu'à leurs propres clients. Ce qui pose un vrai sujet concernant l'accompagnement et la promesse d'accompagnement qu'elles pouvaient faire. Et alors, le taux d'usure, là, maintenant qu'il est revu mensuellement, est-ce qu'on peut dire que ça a débloqué quelque peu la situation pour certains dossiers ou pas ? Alors, sur ce sujet-là, oui, parce que forcément, il y avait un blocage et la révision trimestrielle, qui reste trimestrielle mais glissante, permet d'alléger. Jusqu'au mois de juillet, je crois. Alors, jusqu'au 30 juin. Il va falloir que le gouverneur se positionne maintenant sur un choix assez cornélien de la suite, puisqu'il voulait que ça soit exceptionnel. Il va falloir qu'il nous dise si l'exception devient la règle. Et la deuxième chose,
chose, c'est malgré tout le principe du 3 mois précédent embarque encore une inertie énorme, puisqu'aujourd'hui on sait, et depuis plusieurs, même presque 2 ans, on sait que le recul nous apporte que les banques mettent en général entre 4 et 5 mois pour débloquer, ce qui veut dire que les statistiques de la Banque de France, qui sont produites, et j'en ai encore pris connaissance de celle d'aujourd'hui, qui est parue par le comptoir de la Banque de France, en fait, sont encore très décalées par rapport à la réalité. Quand on parle des taux, l'Observatoire des crédits aux ménages, par exemple, précise qu'aujourd'hui, on est sur des taux moyens aux alentours de 3,80, 3,50, sur certaines durées les plus longues, quand la Banque de France est encore, elle, très très loin de ça, puisqu'on est aux alentours de 3,13. Bien sûr. Ouais. Donc, on voit que entre la réalité du quotidien, qui est l'actualité aujourd'hui, et celle des statistiques enregistrées et produites, il y a encore une énorme inertie. Alors, Adrien, concernant donc Estia, quel est votre business model exactement ? Alors nous, le business model, il est assez simple. En fait, nous, on a des partenaires financiers qui nous permettent justement de pouvoir acheter les logements en amont. Et donc nous, on va facturer des frais à ces fonds d'investissement. Et puis donc c'est des fonds d'investissement, hein, exactement. les donc c'est les fonds d'investissement effectivement qui vont nous rémunérer. Donc on va facturer un frais déploiement. Et puis également une partie des loyers qui va nous permettre de nous rémunérer, parce que pendant la période d'occupation du logement, nous, on va justement opérer la gestion locative. Et où sont situés les appartements que vous achetez ? Donc nous, on a pris le pari d'avoir une couverture nationale dès notre lancement, pour ne pas faire un lancement ville par ville, mais vraiment d'adresser la complexité dès le départ. Donc à date, on a pu réaliser une dizaine de transactions un petit peu partout en France, que ce soit à Bordeaux, à Marseille, en Île-de-France, pas loin du lac Léman. Donc on continue justement de pouvoir s'étendre et d'être toujours en fait dans des grandes métropoles. Donc à côté de la Suisse. Exactement. Ouais. Et dans Paris, c'est quelque chose. On n'a pas encore fait de transactions. C'est compliqué là, non ? On peut faire dans Paris également. Là, on a beaucoup fait Île-de-France, mais on va bientôt faire effectivement une transaction sur Paris intramuros. Île-de-France, vous avez fait quoi ? Première couronne ou deuxième ? Pour le moment, on a fait première couronne uniquement. D'accord. Quels sont alors aujourd'hui le type de personnes, exactement les profils des personnes qui viennent vous voir et pour qui ça fonctionne en fait ? Honnêtement, en fait, nous on a été assez surpris par la diversité des profils que nous on pouvait accompagner. Quand on a lancé Estia, on avait 2 cibles en tête très précises. D'une part, les primo-accédants jeunes actifs qui sont en CDI hors période d'essai, qui ont des revenus stables, mais qui par définition, vu qu'ils viennent de rentrer dans la vie active, n'ont pas forcément l'apport pour obtenir un prêt. Donc typiquement, c'est une cible qui ne peut pas emprunter aujourd'hui, mais qui pourra être très bon client d'une banque dans 3 ans, vu qu'ils auront eu le temps de se constituer un apport. Et puis il y a également les freelances, ou plus globalement les indépendants, qui n'ont pas le statut de CDI, et qui, eux, peu importe leur niveau de revenu, ne peuvent pas forcément emprunter s'ils n'ont pas les 3 années de bilan comptable. Donc nous, on s'est lancé avec ces 2 cibles en tête, mais là justement, avec le contexte macro, on s'est aperçu que finalement, d'autres profils pouvaient être intéressés par notre service. Certains qui avaient perdu de la capacité d'emprunt veulent acheter un T3 et non pas un T2. Donc même s'ils peuvent emprunter pour acheter un T2, ils préfèrent acheter en leasing un T3. Il y en a certains qui sont en instance de divorce, donc pour une raison X ou Y, aujourd'hui, ils ne peuvent pas emprunter. D'autres ont par exemple un crédit automobile ou bien un prêt étudiant à rembourser, ce qui va plomber la capacité d'emprunt à l'instant T. Mais si ce même crédit dans 1 an, 2 ans ou 3 ans est remboursé, alors ils pourront emprunter. Donc en fait, il y a différents profils. Idem pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui ne parviennent pas à avoir de prêt relais aujourd'hui. Là, avec le contexte, c'est de plus en plus difficile également d'obtenir un prêt relais. Donc nous, justement, de par le leasing, on arrive à faire le portage. Donc ils seront locataires en quelque Exactement, pendant une période temps, assez courte. Ça peut être de quelques mois, 1 an, 1 an et demi. Toucher l'argent de la vente. Exactement, pour pouvoir nous racheter le logement dans la foulée. Et alors justement, Estia a été créé en 2022, je crois. Oui, tout à fait, l'été 2022. Oui, donc c'était en pleine période. Exactement. Vous saviez que les taux se resserraient. Bon, est-ce que j'imagine que vous n'aviez pas prévu ce bouleversement dans le secteur, mais au final, c'est un bon timing. Oui, effectivement, nous, au moment où on s'est lancé, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, donc c'est ce qui nous a aussi mis la puce à l'oreille, disons, mais on n'avait pas forcément, nous, anticipé une telle hausse. Nous, au-delà même de la hausse des taux d'intérêt, nous, on pense qu'on peut apporter beaucoup de flexibilité, notamment pour les indépendants, où les banques ont entre guillemets du plus de mal à scorer ce genre de profil. Aujourd'hui, on a des vies de plus en plus complexes, on a de plus en plus d'emplois. Il y a 10% de la population active qui est indépendante et qui aujourd'hui est globalement mal comprise par les banques. Idem pour tous les primo-accédants jeunes actifs qui, eux,
peu importe le niveau des taux d'intérêt, s'ils n'ont pas d'apport, ils peuvent pas emprunter. Donc ça, c'est un autre problème systémique qu'on va résoudre. Mais effectivement, la hausse des taux en fait a amplifié le problème, et finalement aujourd'hui, le profil atypique qui ne pouvait pas emprunter est devenu en fait le profil typique. Donc forcément, on pense que le besoin pour une solution comme la nôtre existait au moment où on a lancé l'entreprise, mais de par le contexte, on pense que le besoin justement s'est renforcé. Alors ce matin, je discutais avec une agent immobilier qui est assez connue, qui est Sandra Viricel, qui anime l'émission Recherche Maison Appartement. Elle me disait que elle, donc qui a plusieurs agences à Lyon, constatait que les profils les plus impactés, donc qui étaient le plus privés de ce pouvoir d'achat, c'était les classes moyennes. Donc après les primo-accédants, ceux qui avaient déjà, dont vous parliez, ceux qui avaient déjà un bien et qui voulaient vendre et racheter plus grand. Et apparemment, c'est eux qui sont le plus bloqués. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez tous les deux aussi, plus que les primo-accédants? Honnêtement, je ne sais pas si je vois une hiérarchie entre guillemets dans la difficulté d'accès. Après, je pense que c'est vrai qu'il faut quand même voir les cibles, les personnes les plus touchées. Mais... Bien sûr. Après, moi, je pense que les classes moyennes sont évidemment très lourdement impactées, mais je pense que les primo-accédants aussi, quand on voit que forcément la hausse des taux d'intérêt est réelle, forcément cette baisse de capacité d'emprunt doit être compensée par un niveau d'apport encore plus élevé. Et donc, ce qui, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, où un jeune actif, par définition, il ne pourra jamais compenser cette baisse de capacité d'emprunt. Donc, lui aussi, il est très fortement impacté, tout comme les classes moyennes. Bruno, alors, apparemment, il faut 20% d'apport, 10 à 20%, plus une épargne de sécurité. Oui, en fait, on ne va pas dire que ce sont des nouvelles normes. En fait, c'est l'adaptation des normes à la situation des banques. La réalité, pour compléter ce que disait Adrien, c'est que aujourd'hui, effectivement, on a eu la période dans un premier temps, parce que c'est toujours eux qui font les frais des décisions de resserrement des conditions d'octroi, c'est les primo-accédants en général qui y passent le premier. Premièrement, pour les raisons qu'Adrien a évoquées. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que c'est une population qui, a priori, intéresse un peu moins traditionnellement les banques. Je dis traditionnellement parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un inversement du paradigme qui est assez incompréhensible. Mais voilà. La deuxième population qui a été impactée, si on prend le recul de ce qui s'est passé, c'est la population des seniors, pour des questions de taux d'usure avec l'assurance notamment, effectivement. Parce que l'assurance emprunteur rentre dans le calcul du taux d'usure, j'explique à nos auditeurs, et ça bloque. Et aujourd'hui, le problème, il est généralisé parce que dans cette classe moyenne, on a tout un tas de sous-catégories, et notamment la catégorie des gens qui sont déjà propriétaires, et notamment propriétaires de biens locatifs, quand ils ont investi il y a quelque temps, et qui se retrouvent bloqués par le phénomène des critères HCSF, qui fait qu'on ne peut plus compenser les revenus locatifs avec la charge de l'emprunt, et du coup, qui passaient très très bien il y a 2-3 ans encore avec leur projet, et qui aujourd'hui se retrouvent bloqués. Alors quand vous voulez racheter une nouvelle maison, finalement, alors que vous étiez déjà propriétaire, vous vous retrouvez bloqué pour réaliser la nouvelle opération qui pas forcément coûte plus cher, mais simplement le contexte réglementaire a évolué. Donc ça, c'est le sujet. Après, sur le taux d'apport, on faut avoir en tête quand même, enfin, mes cheveux blancs sont là pour l'attester, j'ai un peu d'expérience dans le métier, mais on est, dixit les statistiques de l'Observatoire des crédits toujours, on est à plus de 30%. On a même frôlé les 34% sur l'automne et l'hiver 2022. 34% d'apport moyen, ça veut dire qu'il y a des dossiers aujourd'hui où les gens apportent 50% de l'opération. Et ça coince encore. Donc on ne peut pas embarquer... Et ça coince encore malgré 50% d'apport. Ben oui, parce qu'en fait, il y a un dilemme. C'est que si vous mettez trop d'apport sur certaines typologies, vous allez avoir des frais qui sont relativement fixes, qui vont venir pénaliser l'opération parce que ça va rentrer dans le calcul du taux effectif global, et donc ça va être au taux d'usure, malgré la révision. Et la deuxième chose, parce que les banques, elles ont aussi fait grimper leur barème de taux. Elles ont suivi la possibilité de se refinancer et donc de limiter la casse. Et la deuxième chose, si vous mettez plus d'apport, moins d'apport, ça pêche au niveau de l'endettement. Donc, on est dans des situations assez baroques sur certains dossiers. Alors, autre sujet d'actualité, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. J'imagine que vous faites attention aux notes des logements que vous achetez avec Estia. Oui, tout à fait. Nous, étant donné qu'on déploie l'argent de fonds d'investissement, on a des critères extrêmement précis sur le type de logement qu'on peut acheter, et le DPE est effectivement un critère qu'on va regarder. Donc nous, concrètement, on va se positionner uniquement sur des biens qui ont un DPE de A jusqu'à D.
Et vous faites pas des travaux, par exemple acheter un bien avec une décote parce qu'il est noté F ou G C'est un très bon point. On a effectivement cette idée en tête. Là, étant donné qu'on a réalisé uniquement une dizaine de transactions, on se concentre sur notre métier de base, mais on a en tête dès cette année de pouvoir justement réaliser des transactions avec des travaux qu'on peut effectuer. Et on pense que justement, c'est une vraie opportunité pour des acteurs comme nous d'acheter des logements avec des décotes, vu que nous, en plus, on achète sans clause suspensive, donc ça va rassurer les vendeurs. Si en plus le logement a un DPE en F ou en G, nous on va pouvoir avoir une décote très importante, ce qui fait que le prix auquel notre client va nous racheter le bien peut être en fait extrêmement attractif pour lui, malgré la plus-value que nous on va effectuer. Et malgré la marge, parce que j'imagine que exactement. qu'il y a une marge. Oui, exactement. Nous, pour être tout à fait transparent, nous la plus-value qu'on va effectuer sur nos opérations, elle est aux alentours de 10%. Du montant du bien ? Exactement. D'accord. Mais étant donné qu'on achète sans clause suspensive et que justement sur certains logements en F ou en G, on peut avoir nous des décotes qui sont égales, voire même parfois supérieures à 10%, ce qui fait que le prix auquel le client va nous racheter le logement, parfois il est inférieur au prix qui est affiché actuellement. Et comment vous faites quand vous dites on obtient des décotes ? Vous avez un grand pouvoir de négocier, déjà sans condition suspensive. Exactement. Avec le contexte où forcément il y a de moins en moins d'acquéreurs, les vendeurs ont forcément de plus en plus de pression pour vendre leur logement. Et donc nous justement, si on achète sans clause suspensive le logement, ça rassure et on offre de la sérénité aux vendeurs. Et cette sérénité a un coût. Et c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir à la fois de rentrer sur des prix d'acquisition intéressants, ce qui rassure, nous, le fonds d'investissement, et ce qui est aussi intéressant pour notre client final, parce que nous, si on arrive à négocier le prix du bien, le prix de l'option d'achat, finalement, reste extrêmement attractif pour le client final. Et alors, en moyenne, c'est combien de temps donc, que vous estimez parce que là, ça existe que depuis l'année dernière, mais pour l'instant, il n'y a pas de vos clients qui ont déjà racheté le bien. Pour l'instant, ils sont tous en location. Là, on a effectué les premières remises des clés sur les dernières semaines. Donc justement, en fait, chaque profil est assez unique. Quand on parlait tout à l'heure des seniors, par exemple, ou dans le cas d'un prêt-relais, eux, effectivement, ils vont avoir besoin que de quelques mois, le temps de vendre leur logement pour nous le racheter. Donc sur certains contrats, on peut mettre des options d'achat à 1 an. Et sur d'autres, par exemple, un jeune actif qui a besoin de temps justement pour se constituer une épargne et avoir les 20, voire plus du coup, en termes d'apport, et voir les 50% d'apport. Ça fait peur, 50% pour les primo-accédants. Je ne sais pas quels sont les primo-accédants qui peuvent avoir 50% d'apport. Mais donc justement, sur d'autres profils, ils ont besoin forcément d'une durée plus longue pour se constituer un apport. Et donc là, on peut mettre des options d'achat à 3 ans. Mais si jamais ils peuvent exercer l'option d'achat avant ces 3 ans, ils le peuvent quand ils le souhaitent. Donc option d'achat à 3 ans, ça veut dire qu'une fois que les 3 ans sont passés, qu'est-ce qui se passe en fait si la personne, par exemple, ne peut toujours pas acheter ? Alors si elle ne peut toujours pas acheter le logement, nous on a également le droit de prolonger le contrat d'une année supplémentaire pour avoir une 4e année. Donc c'est pas le scénario idéal, mais c'est une possibilité pour nous protéger le locataire accédant, notre client. Et si au bout de 4 ans il ne peut toujours pas acheter le logement, nous on revend le logement sur le marché et donc le locataire accédant doit trouver un nouveau logement et nous on va justement trouver une solution pour l'accompagner dans cette quête de nouveau logement. Donc vous le mettez pas dehors c'est un accompagnement. Exactement, et nous c'est une situation, nous pendant la période d'occupation du logement, nous on a une relation assez fréquente avec notre client, on suit de manière très concrète sa situation financière, vu que nous justement on a pas mal de synergie avec les courtiers pour les aider à obtenir un prêt immobilier, donc nous on va suivre presque au jour le jour leur capacité d'emprunt, et donc si jamais ils ne seront pas en mesure de nous le racheter, ça sera jamais une surprise, c'est toujours une situation qu'on va pouvoir anticiper, en plus de pouvoir prolonger la durée de l'option d'achat. Donc c'est justement, on va pouvoir anticiper ces situations-là et donc au mieux les accompagner. Et au niveau des loyers qui sont perçus pendant la durée de leasing, l'encadrement des loyers s'applique pour les villes où il y en a ? Alors, nous, d'un point de vue plus juridique, ce ne sont pas des loyers, c'est une redevance mensuelle, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans l'encadrement des loyers. Néanmoins, nous, on n'a pas forcément un intérêt vis-à-vis du locataire accédant à facturer des loyers supérieurs au prix du marché. Sinon, auquel cas, nous pourrions avoir plus de mal à trouver des clients. Pour votre business model, il faut que ça tienne quand même. Oui, exactement. Donc, ce qui fait, nous, en fait, le fonctionnement qu'on a, nous, il y a 20% des loyers que notre client nous verse. Il y a ces 20% qui vont lui être en fait redistribués pour justement l'aider à se constituer un apport. Donc, c'est comme une épargne qui est inclue dans le loyer.
Bruno, est-ce que vous comprenez, vous comprenez, oui, c'est les gens qui se tournent vers cette solution, vers Estia. Est-ce que vous conseillez parfois aussi vos clients, ça vous est arrivé de diriger vos clients vers Estia pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de prêt? Bien sûr, c'est justement l'avantage d'avoir des nouvelles activités. Enfin, l'allocation accession, c'est vieux comme le monde, dans le monde de l'immobilier. La seule chose, c'est que ça a repris du poil de la bête parce que il y avait des vrais manques. Et comme le disait Adrien, c'est des constats, et notamment faits par les jeunes qui rencontrent beaucoup de difficultés. C'est des constats qui sont réalisés et qui répondent à un besoin ponctuel, mais qui peut aussi enclencher une façon d'approcher l'accession à la propriété, parce que Adrien ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi la possibilité pour certains d'aller sur des biens un peu plus élevés que ceux qu'ils auraient pu avoir, parce que on peut imaginer, en tout cas on l'espère tous, qu'il y ait une certaine normalisation des règles et des critères d'octroi des banques qui vont revenir sur des choses qu'on a un peu plus connues, même si on ne peut pas préjuger de ça. Alors Bercy travaillerait dessus, mais... Oui, Bercy travaille dessus. Mais la Banque de France n'est pas du même avis, je crois. Oui, il paraît que, alors qu'on a des commissions de surendettement qui sont les plus basses depuis leur existence et qui ne cessent de crever les planchers, finalement, on a toujours peur d'endetter les ménages. Mais c'est vrai qu'on préfère les laisser locataires avec une indexation sur l'inflation, donc avec des révisions de loyer à 10%. Quand on parle d'inflation et d'incohérence, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Pour finir avec ça, la preuve, c'est que les courtiers sont des apporteurs pour des acteurs comme Estia, et on marche la main dans la main, parce que derrière, le but, c'est aussi qu'ils fassent racheter le bien, comme le disait Adrien, à l'issue de la période de location-accession. Et qui de mieux que nous pour pouvoir ensuite suivre aussi le client régulièrement. Alors, soit c'est Estia qui prend en charge le suivi régulier, soit c'est nous aussi qui accompagnons le client, parce que souvent, ces périodes-là peuvent être aussi les symboles d'autres projets du client qui viennent se télescoper. Il a décidé de créer son entreprise, ou il se met en indépendant alors qu'il était salarié, ou finalement son CDD il le laisse tomber et il passe autrement. Bref, il y a tout un tas de sujets. Et pour moi, c'est le vrai rôle des intermédiaires, qu'ils soient des intermédiaires professionnels de l'immobilier ou qu'ils soient des intermédiaires du financement. Pour nous, c'est la plus-value que l'on apporte par rapport à un établissement bancaire traditionnel. Alors, tout à l'heure, on évoquait les prix, notamment avec le DPE, les baisses de prix. Est-ce que vous constatez dans certaines régions des baisses de prix, sans prendre en compte le DPE, justement à cause de ces acquéreurs en fait, qui ne sont plus au rendez-vous? Alors, on observe, nous, effectivement, une certaine baisse des prix. En tout cas, on sent que les vendeurs sont sensibles, justement, à des acquéreurs qui achètent sans clause suspensive. Néanmoins, on pense que la baisse, elle reste limitée. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un retournement de marché où les prix baissent de 15%, etc. Je pense que de manière plus globale, de par le manque structurel de logements qu'on a, ça va forcément en fait limiter la baisse. Je sais que la population continue d'augmenter, même si c'est une augmentation qui est lente. Il y a aussi le nombre de personnes par ménage qui diminue, ce qui fait qu'en fait le besoin pour construire des logements n'a jamais été aussi élevé. Et donc même s'il y a moins d'acheteurs finançables, finalement le besoin est tellement élevé que la baisse... Pour vous, la baisse n'ira pas très loin. Exactement, je pense qu'elle va rester limitée, tout à fait. Et puis on a vu que dans certaines régions, les prix continuent d'augmenter. Par exemple, en montagne, les appartements ou même sur la côte, les prix continuent à La flamber. France reste une zone d'attractivité pour l'étranger, notamment les frontaliers ou certaines régions à forte attractivité touristique ou économique. Et la deuxième chose, Adrien l'a très bien dit, c'est qu'il y a un manque structurel et que l'évolution aujourd'hui du neuf, par exemple, ne donne pas un bon indicateur pour la suite des choses, puisque on va continuer d'enfoncer le clou et de creuser le déficit de logements qui seront là. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors selon vous Déjà, je pense que là, c'est moins ma partie, même si je le côtoie les professionnels de l'immobilier étroitement, c'est un vrai plan logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que des gens comme Henri Buzicazo, Bernard Cadot ou même Loïc Quentin de la FNAIM appellent à ça depuis un petit moment. J'en fais partie aussi. Pour nous, il faut qu'il y ait un vrai plan et pas simplement du saupoudrage sur un certain nombre de choses. Quand j'entendais récemment, il faut relancer de la part du ministre délégué du logement, il faut
pour lancer le PTZ ou quoi que ce soit, mais on n'est pas en train de demander des subventions, on est en train de demander une libération du marché du crédit. Il a dit ça face au député Estrosi. Oui, et puis il l'a repris après sur des ondes radiophoniques, mais en l'occurrence, c'est très bien d'y penser, mais je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il n'y a pas assez de logements. On a voulu à un moment stopper le logement. Alors, je dis pas qu'il faut artificialiser. Je tiens compte aussi à la fois de l'environnement climatique et deuxièmement du contexte politique. Mais néanmoins, il y a des tas de choses à faire qui peuvent permettre de redonner un petit peu de souplesse. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais le neuf, on sait que ce sont des cycles qui ont à peu près entre 3 et 5 ans. Quand on voit l'état dans lequel le marché du neuf et les acteurs du neuf sont, ça veut dire qu'on est en train de porter ça jusqu'à quasiment aux années 2030. Moi, je vois pas le marché du logement être capable de tenir ce sujet-là. Donc, j'ai bon espoir qu'il y aura quand même une prise de conscience. Vous êtes du même avis, Adrien ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi, effectivement, notamment sur les normes HCSF dont on parlait, de pouvoir justement, exactement assouplir les règles d'obtention de crédit pour justement permettre à plus de ménages, notamment, je pense qu'on parle aujourd'hui des 35%, mais on peut parler de manière plus générale peut-être du reste à vivre, où forcément 35% si on gagne plusieurs milliers d'euros par mois ou le SMIC, c'est pas la même chose. Donc, et pourtant la règle est la même. Donc je pense que de manière générale, il peut y avoir des solutions qui permettent d'assouplir un petit peu. Exactement. Tout à fait. Dernière question. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient faire appel à vos services, comment ils doivent s'y prendre ? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site heyhestia.com, donc HEYHESTIA.com. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous accompagner. Après, comment ça se passe ? C'est un appel, ils remplissent un formulaire, j'imagine. Exactement, et puis ils remplissent leurs différentes informations pour que l'on puisse justement qualifier le projet. Et ensuite, il y a un conseiller Estia qui rappelle la personne pour justement voir comment on peut l'accompagner au mieux dans son projet. Vous êtes basé où, Estia ? Alors nous, on est basé à Paris, puis on est une partie de l'équipe qui est également à Montpellier. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu ça. Ouais. Il y a 2 sièges en fait. Voilà. Bon, le siège, disons, est à Paris, puis on a quelques salariés à Montpellier. Il y a une antenne, on va dire, à Montpellier. Et puis pareil pour AFR Financement, le site internet, c'est. Alors afrfinancement.fr et puis sinon une des 40 agences en France dans tous les cas. Et puis le cas échéant d'ailleurs, si ça répond aux critères d'Estia, ça sera renvoyé sur Estia. Et bien voilà. Et bien merci infiniment, messieurs. Merci Adrien Pelligri et merci Bruno Rouleau pour cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.